Mesdames, Messieurs, bienvenue à Face à ECN, véritable partage d'expérience dans le cadre de la semaine de la littérature africaine. Nous recevons à l'Institut français du Cameroun, antenne de Yaoundé, Jean-Claude Awono, poète, éditeur, directeur des éditions Ifriqiya, consultant en matière littéraire. Il reviendra sur son parcours, il nous parlera de sa passion pour la poésie, il nous parlera du livre également au Cameroun. Et une très bonne nouvelle, voilà, vous sera annoncée au cours de cette édition exceptionnelle. Jean-Claude Awono, merci à vous d'accepter notre invitation. Comment allez-vous ? Je vais très bien, merci. Merci de me recevoir à cette belle émission. Nous sommes en pleine semaine de la littérature africaine. Et forcément, ça vous interpelle chaque fois qu'on parle de littérature. Absolument. La littérature, je crois que c'est l'un des mots que je préfère le plus au monde. Quand je prends le dictionnaire, je retourne toujours à ce mot. Gaston Polefa avait, par le passé, comment dire, déconstruit ce mot. En disant littérature, c'est lettre et puis rature. Lettre et puis rature. Donc vous comprenez que c'est un travail, la littérature est un travail de production de lettres, mais qui demande un immense effort. Et cet effort est traduit par la rature qu'on a à la fin. Donc c'est un travail de transpiration. Et c'est grâce à cela, évidemment, qu'on peut obtenir ce qu'on appelle l'art. Sans ce travail de rature, de destruction pour reconstruire, il n'y a pas de littérature possible. À la base, vous êtes un féru de poésie et il se dit que la poésie vous a ouvert de nombreux champs, chemins dans le champ de la culture et de la littérature. Absolument. Tout part de la poésie en fait, en ce qui vous concerne. Et tout part de la poésie, ça il faut le dire. Et cette expérience commence de manière, comment dirais-je, claire. De manière claire dans mon esprit en classe de terminale. Je suis au lycée de Bafia. C'est quel établissement, le lycée de Bafia? Au lycée de Bafia, le lycée classique de Bafia. Et j'ai un professeur, j'ai le bonheur de l'avoir dans la salle, M. Claude Docam, le docteur Claude Docam, qui nous enseigne le français. Et j'avais étudié Cahier de retour au pays natal en classe de première, sans me rendre compte que c'était de la poésie qu'on avait ainsi étudiée. Ça, je peux vous le dire. Et puis le prof à l'époque, c'était un professeur de philosophie qui nous avait enseigné Cahier de retour au pays natal. Donc vous comprenez qu'il y était allé avec des méthodes autres que celles propres à l'enseignement de la littérature. Et alors j'arrive en terminale et je suis impressionné par un professeur qui a une qualité expressive extraordinaire et qui va ouvrir mon esprit à la poésie à travers l'enseignement d'une œuvre. Les Destinées d'Alfred de Vigny, un auteur français. C'est comme ça que je nais à la poésie, que je prends conscience d'un certain nombre de choses qui s'étaient produites en moi depuis l'enfance. Une sensibilité particulière, une capacité à capter des choses que beaucoup ne captaient pas, une façon de m'exprimer, les lettres que j'écrivais qui étaient bien appréciées par ceux qui les recevaient. Ainsi donc, je prends conscience en classe de terminale et c'est comme ça que je vais écrire mon tout premier poème en classe de terminale qui était à l'époque adressé aux liens indomptables. On est dans les années 90. Oui, avec la fameuse Coupe du Monde en Italie. Voilà. Donc mon tout premier poème est une sorte d'acrostiche qui est adressé aux liens indomptables, évidemment dédié à mon professeur Claude Docam. Donc on va dire qu'aujourd'hui, avec du recul, est-ce qu'on peut affirmer que la poésie vous a tout donné, vous a permis votre accomplissement sur le plan professionnel, sur le plan humain finalement? Je pense qu'il y a deux lectures possibles. La poésie m'a tout donné, je peux dire, tout comme elle m'en a pris beaucoup. Ça, je dois le reconnaître. Elle m'a beaucoup donné dans la mesure où, évidemment, elle m'a donné une identité. Et vous savez, il y a des humains qui traversent leur vie et qui ne réussissent pas à se construire une identité autre que la seule identité humaine. Moi, j'ai réussi à me fabriquer, grâce à la poésie, une identité de poète. Donc, évidemment, je ne peux plus vivre sans cette identité-là, qui n'est pas seulement portée par moi, mais qui est reconnue de manière, je pourrais dire, universelle. Jean-Claude Awono, le poète, etc. Donc, ça, c'est très important. Évidemment, la poésie m'a également ouvert au monde. Ça, je peux vous le dire, parce qu'en tant que professeur de français, professeur de lettres, mon rayon est extrêmement réduit. Vous voyez, un professeur de français qui est formé à l'école normale supérieure, qu'on affecte à Bakwat dans le Mungo, CS de Bakwat dans le Mungo, et puis après on l'affecte à Yaoundé. C'est tout mon horizon professionnel. C'est tout mon horizon professionnel. Donc, la poésie, ça ne laisse pas de grandes perspectives. Hein, ça ne laisse pas de perspectives, ce qui est quand même un peu triste.
Parce que l'enseignement de la littérature, l'enseignement du français, c'est quelque chose qui devrait également ouvrir aussi bien intellectuellement, mentalement que physiquement au monde. Parce que la langue française, elle est d'un certain point de vue considérée comme une langue universelle. Et donc, elle ne devrait pas confiner, c'est-à-dire que chaque politique d'enseignement ne devrait pas confiner l'enseignement de la langue dans un contexte aussi étroit entre le Mungo et le centre. Ça, c'est extrêmement marginal et étroit. Donc voilà, la poésie va me permettre d'aller très loin au-delà de cela et de faire quasiment le tour du monde, de mettre le pied sur tous les continents, à dehors ça doute pour le moment de l'Australie. J'ai mis nos pieds partout grâce à la poésie. Même en Chine? En Chine, j'y ai été. J'ai été en Chine invité par le gouvernement chinois dans le cadre, justement, c'était un festival international de poésie. J'ai fait ce voyage-là et c'était extraordinaire d'aller dans ce pays-là et d'aller même dans le nord-ouest, ils appellent là-bas le Qinghai, et d'aller voir le pays du Dalai Lama, d'aller toucher de mes mains les eaux du fleuve jaune. Donc, une expérience unique que je conseille à chacun véritablement de vivre. Est-ce que vous avez le sentiment que la perception que le grand public a de la poésie et des poètes vous conforte dans l'idée selon laquelle finalement vous avez fait le bon choix? Parce que pour beaucoup, malheureusement, quand on dit poésie, c'est rêver, c'est petits rêveurs, c'est petits philosophes. Voilà. C'est toujours très réducteur. En fait, ça, c'est l'autre pan justement de la démarche, de ce que je voulais expliquer tout à l'heure. Je dis qu'elle m'a apporté, mais en même temps, elle m'en a pris beaucoup. Il y a le regard de l'autre. Au début, ce n'était pas facile. Un poète, tu regardais avec un peu de pitié quelquefois. On dit, celui-là, il est perdu. Celui-là, il est perdu, il n'a rien compris à rien. Moi, je dis, quel que soit... Il est un peu sur son nuage, un peu rêveur. Il est sur son nuage. Et ça aussi, je vais vous dire que si on ne fait pas attention, évidemment, la poésie peut vous couper complètement de l'univers social, de l'univers matériel, et vous installer dans une sorte de flottement universel qui vous détruit. Donc, il est bon de savoir faire la part des choses. Trouver le juste milieu. Trouver le juste milieu. Et je peux dire que trouver ce juste milieu n'est pas aisé. Parce que la poésie, c'est quand même quelque chose qui vous prend de l'intérieur. Vous ruminez cela, mais en même temps, ça vous rumine. Et donc, comment trouver le juste milieu, c'est toute la question. En tout cas, moi, j'ai laissé beaucoup de plumes. Parce qu'évidemment, là où il a fallu s'investir dans ce que la société nous impose de matériel, se construire des maisons, faire des tas de choses, aller à la quête de tout ce qui définit l'être dans notre environnement, qui est d'abord une définition du type matériel. Vous comprenez? Il faut préparer sa succession, il faut préparer son installation sociale, etc. La poésie, très souvent, ne vous permet pas de le faire. Elle vous éloigne plutôt, elle vous met dans une perspective un peu, comment dire, on pourrait dire aérienne. Et là, il faut faire attention. Du rêve. Tout à fait. Mais je pense que j'ai réussi à m'équilibrer un tout petit peu sans vraiment y arriver de manière parfaite. C'est pour ça que les jeunes poètes qui viennent, j'en vois. J'en ai même reçu beaucoup qui viennent me voir et je vois en eux cette sorte d'abandon total à l'invasion de la poésie. C'est très dangereux de se laisser complètement dominer, colonisé par la poésie parce qu'elle vous détache du tout. Mais justement, Jean-Claude Aronor, on a la chance de vous avoir sur le plateau de Face à ECN. Il y a de nombreux internautes qui nous regardent à travers le monde en ce moment et ce public nombreux aussi qui a fait le déplacement de l'Institut français du Cameroun en antenne de Yaoundé. Comment arriver à trouver le juste milieu? Comment arriver finalement à s'équilibrer lorsqu'on décide d'embrasser le chemin de la poésie? Ben, je pense qu'il faut d'abord prendre conscience de ce que ce art représente pour l'être humain et peut-être aussi pour l'humanité. La poésie, c'est une manière d'être, c'est une manière de se définir, c'est une manière de construire ou de reconstruire le monde. C'est un instrument. Vous savez, sans la négritude, je ne sais pas quelle humanité on aurait pu avoir aujourd'hui. Donc la poésie peut être considérée de ce point de vue comme quelque chose d'utile. D'utile. Et donc prise sous cet angle-là, ça devient intéressant. Maintenant, la poésie, on peut s'y équilibrer en tant qu'être social par un enracinement professionnel. Moi, au-delà de l'écriture de la poésie, je suis devenu auteur. Et donc je fais des livres qui peuvent être vendus, qui peuvent être reçus, qui m'ouvrent des portes. Et en plus, je suis rentré dans le champ d'édition. L'édition est une activité qui est commerciale.
On parlera des métiers autour du livre tout à l'heure. Alors, la passion aussi pour la poésie vous a permis de créer avec des amis la Ronde des poètes du Cameroun. Et il se dit que ça vous a servi de rampe au lancement de votre carrière littéraire. Absolument. Je pense que la Ronde des poètes, c'est toute ma vie de poète. Hein. C'est le début. Et je peux vous dire que c'est ici que ça avait commencé à l'Institut français. À l'époque, on parlait du Centre culturel français. Et à l'époque, on parlait du temps des livres. C'était en 2006, pour être plus précis. Un médiathécaire, à l'époque c'était le bibliothécaire, c'était un Fleury, j'oublie son autre nom, il nous avait invités ici, il avait invité les poètes à venir ici. Alors on s'est retrouvés là, dans le patio, et c'est comme ça que nous avons pris l'habitude de nous retrouver à la suite de cette rencontre. Et plus tard, je crois 1 an ou 2 ans après, on a créé la Ronde des poètes. Et donc la Ronde des poètes, c'est un groupe d'amis, de poètes, qui peut avoir ses origines peut-être pendant mon séjour à l'université, parce que là-bas, il y avait eu des tentatives de création d'une association qui n'avait pas marché. Parce que j'étais vraiment, après l'enracinement que j'ai réussi au lycée, après le déclic en classe de terminale, j'arrive à l'université, je commence tout de suite à organiser des camarades autour de cet art-là. Et donc, on va essayer des tentatives, mais qui ne vont pas marcher, d'autant plus que le séjour universitaire est éphémère. C'est 3 ans, moi j'ai eu ma licence et puis je suis parti. Et donc, c'est plus tard que devenu professeur de lettres, j'ai pu, avec un peu de moyens aussi, parce qu'il faut des moyens, il faut des moyens. Et il y a des poètes de la Ronde des poètes qui savent qu'il fallait des moyens pour organiser l'association. Donc nous avons créé cette association qui est née en 1996. 1996. En 1996. Tout à l'heure, je n'ai pas dit 2006, mais c'est 1996. C'est ici que l'expérience est partie, en 1996. Ça, je voudrais que ce soit corrigé. Et donc, nous nous sommes dit, écoutez, il y avait la PEC qui existait, l'Association des poètes écrivains camerounais, et qui ne donnait plus signe de vie. Et personnellement, j'avais été l'objet d'une situation de la PEC qui m'avait laissé un peu un goût amer à la bouche. Parce qu'ils avaient lancé un concours en 1993, un concours national de poésie. Et j'y avais participé. Et il fallait donner une contribution de l'ordre de 3000 francs CFA. J'ai donné ma contribution, j'étais étudiant, mais seulement on n'a jamais donné les résultats. Mais évidemment, moi, j'en ai jamais voulu à la PEC parce qu'ils avaient fait un travail fabuleux. Donc, moi, la question que je me suis posée, c'était qu'est-ce qui fait qu'une association nationale en arrive là? C'est qu'il y avait des problèmes. Elle était lisible nulle part. Il n'y avait pas de bibliothèque de la PEC, il n'y avait pas les livres de la PEC, c'était lisible nulle part. Donc, nous allons nous mettre au travail, questionner cette situation de la PEC, questionner son absence sur le terrain, et c'est à la suite de ce questionnement-là que nous allons bâtir la Ronde des poètes du Cameroun. Et justement, en termes de bilan, qu'est-ce qu'on peut mettre à l'actif de la Ronde des poètes du Cameroun? Et aujourd'hui, qu'est-ce que ce regroupement devient? Voilà. Je pense que le bilan le plus important, c'est les poètes qui sont, on peut dire, d'obédience aux Ronde des poètes. Il y a une catégorie de poètes aujourd'hui qui sont, je crois, les meilleurs du Cameroun et qui se réclament de l'école de la Ronde des poètes. On peut citer certains. On peut citer des noms, il n'y a pas de mal à citer des noms. Wilfried Moignet, à Angéline Solange Bonono, à Guy-Merlin Nana-Tadoun, à Thomas Alben Defonobissi, à bien d'autres. Nous avons José Méli qui est dans la salle et bien d'autres qui, évidemment, ont travaillé à se mettre ensemble. Vous voyez, on a créé ce qu'on appelait le jour du rondin pour lire nos textes et nous critiquer mutuellement. C'était un exercice extrêmement dangereux, difficile pour certains d'entre nous. Mais nous avons aussi créé à l'époque ce qu'on appelait le café de la poésie rondine. Et là-bas, nous n'avions pas le droit d'être, nous, de notre génération, les invités du café. C'était pour nous dévancier. Tout à l'heure, je parlais de la PEC. Donc nous invitions sur cet espace-là, sur ce plateau-là, tous les poètes qui nous avaient précédés. C'est-à-dire les Fernando d'Almeida, les René Philombe, les Patrice Caillot, les Samuel Martin Beninga, Virginie Stella Ngama, Madame Jeanne Gomaï qui était déjà assez âgée, on allait lui rendre visite à la maison, Ernest Salima, et on les a passés tous en revue, on les a tous écoutés. Parce que nous avions, en l'absence d'une littérature, des lieux formels de lecture de ce qu'ils avaient fait, il fallait au moins aller les écouter. Donc nous avons écouté et je crois que ça nous a permis véritablement d'asseoir des bases solides et donc de pouvoir nous projeter vers l'avenir. Je crois qu'aujourd'hui, s'il fallait faire un bilan,
c'est d'abord ça. Donc, ces poètes qui sont nés de la Ronde des poètes, mais aussi des initiatives très fortes, telles que le Festival international de poésie de cette colline de Yaoundé. Nous l'avons lancé en 2012. Nous avons fait 2 éditions jusqu'à présent. Et la première édition, c'était un immense succès. On a eu des poètes qui ont déferlé ici, qui étaient venus de partout. La deuxième édition n'était pas négligeable non plus. C'était en 2000. Donc voilà 2 éditions d'une initiative, évidemment qui, portée par les poètes dans notre environnement, peut paraître quelque chose de saugrenu, de comment comprendre que des poètes puissent se retrouver. Donc il n'y a pas toujours cet accompagnement que nous souhaitons. Je crois qu'une initiative portée par la Ronde des poètes doit être une initiative crédible, elle doit être portée, non pas seulement par les poètes eux-mêmes, mais par l'environnement institutionnel, par la communauté, etc. Aussi. Donc, quand on sent qu'on n'est pas porté, on préfère véritablement attendre le bon moment. Donc, il y a cela, mais il y a aussi les éditions Efikia. Je crois que ma participation dans ce projet d'envergure continentale procède de mon enracinement dans le cadre de la Ronde des poètes. Et ça a permis d'abord de connaître ces poètes et puis de créer un cadre formel qui pouvait permettre à ceux qu'ils puissent publier leurs œuvres. Aujourd'hui, nous avons un catalogue qui est riche des publications des membres de la Ronde des poètes et évidemment d'autres poètes du monde. En parlant de publication, tout à l'heure, vous avez évoqué le poème qui était dédié au lieu indomptable dans les années 90, mais vous avez une production littéraire aussi importante, à hauteur de 100, tout le monde connaît, inscrit au programme scolaire au Cameroun. C'est quand même une belle reconnaissance, Jean-Claude Arouna. Oui, c'était il y a 2 ans, je crois. Il y a un programme qui a été mis en place par la Commission nationale d'agrément des manuels scolaires, ou tout au moins par, je crois, le ministère, et qui s'appelle l'enseignement, je crois, bilingue. C'est l'enseignement bilingue spécial, c'est ce qu'ils ont appelé. Et ils ont donc décidé de mettre 2 œuvres publiées par les éditions Efikia. Donc pas par les éditions, parce qu'à hauteur de ça n'est pas publié par Efikia. C'est un autre éditeur qui s'appelle Saint-Augustin. J'en suis l'auteur. Maintenant, il y a aussi un autre auteur des éditions Efikia qui s'appelle Ernest Alima, qui a écrit un très beau livre d'inspiration patriotique. Donc ce sont ces 2 livres qui ont été inscrits dans ce programme dit d'éducation bilingue spéciale. Mais je peux vous dire que à ce jour, je ne sais pas où est rendu ce programme. Je ne peux pas vous dire qu'il n'y a pas une évaluation qui a été faite. Il n'y a pas une évaluation qui a été faite. On ne sait pas qu'est-ce que le programme est devenu, mais tu est-il dit que lorsque vous allez en librairie, vous consultez les livres commandés par les libraires. Ces 2 livres qui avaient été inscrits dans le programme d'éducation spéciale n'ont jamais été demandés. Donc, ça fait que je crois que c'est peut-être un programme qui est encore en construction. On avait essayé quelque chose qui n'a peut-être pas marché. Mais de toutes les manières, nous les auteurs qui avons inscrit dedans, nous attendons encore de voir clair dans cette affaire-là. En tout cas, on est très regardé, le message est passé, on parle de poésie, on ne peut ne pas vous donner l'opportunité de nous déclamer un poème. Vous avez des ouvrages que vous avez amenés au cadre de l'émission. Je ne sais pas ce que vous allez choisir. Je parlais à hauteur de 100, mais il n'y a pas que cet ouvrage-là. Vous avez écrit... oui, j'ai commencé avec Flux et reflux d'une foulée de fous, qui est paru aux presses universitaires de Yaoundé. C'était en 1999. C'est un peu le livre fondateur de ma qualité de poète officiel. Je vais dire le tout premier texte qui a pour titre « La main de mon oncle maçon », Abidias Yakofane. Abidias Yakofane, c'était mon oncle, paix à son âme. Il est décédé il y a 2 ans. Et j'ai d'ailleurs le plaisir d'avoir ici les gens de ma communauté. Ils sont venus d'Obessa, mes notables de la chefferie qui sont là. Donc, la main de mon oncle maçon, Abidias Yakofane. Donc, ce livre qui est dédié au professeur de lycée qui vient de faire le recrutement militaire. Il y a un professeur de lycée qui vient de faire le recrutement militaire. Donc, voilà, dédié. La main de mon oncle maçon. Tu ne connais pas la main déchirée de mon oncle maçon. Quand elle bat la ferraille. Quand elle fend la pierraille et gifle le clou et tord le mortier, quand elle saigne sur le marteau. Il m'a dit au pied du mur qu'il n'existe pas du truelle, pas de masse, pas de planche, pas de pelle, pas de brouette, pas de pioche, mais sa main dure comme fer, sa main morte comme chevron. Tu ne connais pas la main tuée de mon oncle maçon quand elle cogne le mortier, quand elle dame le béton,
et pousse le parpaing et casse la roche quand elle saigne sur le marteau. Yeah. Bravo. Alors, Jean-Claude Awono, on a une belle surprise pour vous. Hein, musique, poésie aussi vont ensemble. Il s'appelle Joël Nia, c'est également un poète, se fait accompagner par sa guitare. Il nous propose la première inspiration musicale de cette édition de Face à ECN. C'est un grand plaisir d'être des vôtres et d'être parmi le grand frère Jean-Claude Awono. La chanson que je vais vous interpréter, c'est un de mes titres, La fête au village. Juste une façon de vous souhaiter la bienvenue. Ouais. Betumala, numkumeyobe. Betumala, numkumesianda. Mechuba bomangalu, nuyam sija. Mechuba bonyamata, nuyam gola. Selelele. Selelele bisuma vola lot. Selelele inastuwe bishuba tala lot. Selelele, selelele bisuma vola lot. Selelele inastuwe bishuba tala lot. Juste une façon de vous dire, soyez la bienvenue. Soyez la bienvenue. Binabel sutin fa, ben chamba mutin zilo. Ufina chubunjula, sanila ova sanga bobe. Semuya ya piup swalia. Bamuya ya biubnjulot Butura chumne nyala Nitasali on va sanga bobe. On va sanga bobe. On va sanga bobe. Selelele, selelele bisuma bola lot. Selelele inastuwe bishuba tala lot. Selelele, selelele bisuma bola lot. Selelele inastuwe bishuba tala lot. Bitula, bitula, nubuntum kabanyani. Munina yabyam swa, nunyang sali, nunyang sala no. Selelele, selelele bisuma bolalo, on va sanga bobe. Selelele inastuwe bishuba talalo, on va sanga bobe. Selelele, selelele bisuma bolalo, on va sanga bobe. Selelele inastuwe bishuba talalo, on va sanga bobe. On peut chanter ensemble. Selelele, tout le monde. Selelele, upin si va pala la tongo. Selelele, bisuma bola juname. Selelele, la 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 lila. Selelele, sumdiba, sumdiba. Selelele, sumdiba, sumdiba. Selelele, sumdiba, sumdiba. Selelele, sumdiba. Selelele, tumdiba, tumdiba, selelele, tumdiba, ba tulando, selelele,
Merci. Voilà donc, belle prestation de Joël Nia. Réaction, Jean-Claude Arono, c'est spécialement pour vous qu'on a fait venir cet artiste musicien. Ah ben moi, je dis merci. Merci pour cette très belle combinaison de sons et de paroles bien de chez nous. Félicitations pour la qualité de la prestation de notre jeune frère Joël Nia. Ah, il met en avant aussi nos langues de chez nous. Absolument. La poésie aussi, ça se... Bien sûr qu'il y a des poèmes que personnellement j'ai écrits dans ma langue. Ma langue, c'est le Nougounou, qui est parlé dans les arrondissements de Bessa et de Bokito. C'est une très belle langue et puis si vous voulez bien, je peux toujours vous dire avec un grand petit plaisir, bout de texte. le public, donc on va avoir droit à un petit poème en langue nationale. Allez-y. Allez, je peux y aller? Oui, allez-y, allez-y. Gedegedege gankolongo, gegadagadaguchi, gelagalaga gamboa, getatana nanchana, giligo, gamonda, gipolopolo, nadota, yomo kilenegyoyo, gonga mono bape, ebebune nechi. Gedegedege gankolongo, gegadagadaguchi, gelagalaga gamboa, getatana nanchana, giligo, gamonda, gipolopolo, nadota. Magnifique. J'ai absolument rien compris, mais je suis sous le charme de... De quoi parlez-vous, Jean-Claude Arono? Écoute, c'est un poème qu'on aura du mal à traduire, en tout cas, surtout pas moi. Peut-être les locuteurs de la langue Nougounou qui sont dans la salle sont mieux placés que moi pour le faire. Mais en fait, le texte parle d'une situation assez particulière où il y a une sorte de carapace d'escargot qui se désagrège au sol. Nous avons également la lèvre du chien qui est en train de trembler de faim de faim. Et donc, c'est un ensemble de petits clichés comme ça qui relèvent de l'observation de la nature. Et qui surtout, vous allez constater dans le texte, mettent en relief la qualité sonore de la langue. Vous avez le docteur Dokam nous a appris cela en terminale, à savoir cette assonance, cette rencontre des voyelles qui crée une sonorité extraordinaire et des consonnes. En tout cas, c'est magnifique. Vous êtes un pur produit du système éducatif camerounais. Tout à l'heure, on parlait du baccalauréat au lycée de Bafia. Vous êtes passé également par l'université de Yaoundé 1, par l'école normale supérieure de Yaoundé. Donc voilà. Vous êtes quand même un tout petit peu redevable aussi à ce système éducatif. Tout à fait. Je pense qu'il faut commencer par l'école publique d'Ombessa, le CS d'Ombessa, avant d'aller au lycée de Bafia, et puis l'université de Yaoundé 1 et l'école normale supérieure. Et puis également, il y a un peu comment dire, vous appelez ça, la littérature et civilisation africaine, qui est un département de l'université de Yaoundé 1. Donc, je pense que je suis effectivement un pur produit de l'école camerounaise. Un produit de qualité. Un produit... Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à remettre un peu en question le système éducatif camerounais. Je crois qu'il y a un gros paradoxe quand même qu'il y a au Cameroun. C'est-à-dire que nous observons parfois une qualité misérable des conditions dans lesquelles les enfants sont soumis dans l'apprentissage scientifique, littéraire et autres. Mais on est toujours étonné de voir les esprits qui naissent de cette sorte d'embrouille, de situations difficiles. Comment ils font? Quel est le miracle camerounais qui se produit dans l'esprit de ce peuple-là? Je n'ai jamais réussi à le faire. Vous allez constater que malgré la difficulté justement de notre condition sociale et autres, il y a tout cela qui se fait et qui montre aux yeux du monde que vraiment il y a des produits qui viennent de là. Donc moi je suis de ce produit, de ce système-là qui a évidemment ses travers, mais également ses beautés. Mais moi mon souhait c'est qu'on travaille de telle sorte qu'il y ait moins de travers. Parce qu'on ne peut pas avoir tant de qualité en termes de ressources humaines, aussi bien au Cameroun que partout dans le monde. Et qu'on soit à traîner des situations parfois difficiles à accepter. Alors, après votre formation à l'école normale supérieure de Yaoundé, le premier poste d'affectation, vous l'avez dit, c'était dans le Mungo. C'était dans le Mungo. Vous gardez de bons souvenirs Écoutez, oui, je crois qu'il faut d'abord
Et lorsque je sors d'école normale supérieure, on m'affecte au CS de Bakwat. Alors mes camarades de fac et moi-même, on est tous étonnés. Bakwat, c'est où? Personne ne savait. Personne ne savait où ça se trouvait. Donc il a fallu faire de la recherche, je crois, pendant au moins une semaine pour nous rendre compte que finalement c'était dans le Mungo et non loin de Konsamba. Donc c'est comme ça que je vais faire le voyage de Bakwat. Et je peux vous dire que c'était un baptême de feu quand même dur. Hein? Parce que j'arrive dans la ville c'était pas Melon, c'était Mandjo, voilà, dans la ville de Mandjo. Et il faut partir de Mandjo pour Bakwat. Voilà, et voilà, je me renseigne, on me dit, écoutez, si vous voulez aller à Bakwat, c'est là. Alors je me dirige, et qu'est-ce que je trouve? Je trouve un vieux taco, c'était une sorte de ce que nous appelons au PEP. Une sorte de voiture complètement ouverte derrière, oui. Et il n'y avait que 2 ou 3 places devant. Alors, il fallait que je grimpe derrière. C'est derrière avec ma valise que je grimpe derrière cette voiture-là, et paf, on prend la route pour Bakwat. On avance un tout petit peu, on prend à droite, à gauche et tout ça. Et puis, à un moment donné, il a commencé à pleuvoir. Ah. Et quand il pleut dans le Mungo... Ouais, il a commencé à pleuvoir. Et il fallait d'abord voir l'état de la route parce que vous savez, le mont Manengouba n'est pas très loin de là. Et avec des anciennes éruptions, il y a des pieds qui sont partout. Donc, les voitures ont du mal véritablement à circuler là-bas. Je ne sais pas si la situation a changé. La route n'était pas goudronnée. Donc, on va rouler dans ces conditions. Il va commencer à pleuvoir. Évidemment, il n'y a pas moyen de s'arrêter. Le véhicule a continué bonnement sa route. Alors, moi, je ne savais pas où j'allais. Puis, quand on a atteint ce qui tenait lieu de CS, parce qu'en fait, de CS, il n'en existait pas. C'était l'école primaire qui tenait lieu de CS. Il y avait eu, je crois, 1 ou 2 bâtiments qui avaient été affectés au directeur et tout ça. On me dit que c'est ici. Alors, au moment où on décide que j'allais descendre là, on appelle un monsieur, on dit Gabonais, il y a un monsieur ici qui vient parce qu'il est affecté comme professeur. Alors, je sors de là avec ma valise complètement mouillée, moi-même trempé. Et voilà comment est-ce que je suis reçu par Gabonais qui m'installe, moi, franchement, dans une case. C'était une case non loin de l'établissement. Donc, il a eu une très belle hospitalité. Les conditions étaient bien difficiles. C'est là que je vais passer ma première nuit avec ma valise complètement mouillée. Oh là. Donc, voilà comment je rentre dans le métier d'enseignement. C'était beau et ça m'a permis d'écrire. Je crois que quand vous lisez à la flux et reflux d'une foulée de fous, vous retrouvez cela. J'ai un ami qui s'appelle Billy Chimps qui a mis en chanson quelques-uns de mes textes qui revient à peu près sur certains textes qui relatent à peu près le passage. Souvent, parfois, j'allais à pied. J'allais de Mandjo jusqu'à Bakwat à pied. Oui, parce que quand il fallait aller enseigner, il n'y avait pas de voiture. En zone rurale, c'était 8 km à l'aller et puis 8 km, ça faisait 16 km. Vous avez souvenir aussi les élèves, on sait que c'est une zone rurale, agricole. Oui, une zone très riche, très fertile, qui m'a laissé quand même le souvenir d'une sorte de qualité des terres du Cameroun. Parce que c'est vraiment très fertile de ce côté-là. Mais je n'y suis pas resté pendant longtemps. Je ne suis pas resté longtemps. Je crois j'étais arrivé au mois de mai, je pense. Et quelques temps après, c'était des vacances. Je suis parti et puis j'ai obtenu que l'on m'affecte à Yaoundé. Et c'était les amis de la Ronde des Poètes qui avaient obtenu. Ils avaient dit qu'il ne fallait pas que leur président soit longtemps hors de Yaoundé. C'est eux qui avaient travaillé pour que je revienne ici. Alors, finalement, ce métier d'enseignant, de professeur, c'est aussi des moments comme ça, des scènes de vie, voilà, qui parfois peuvent vous arracher le sourire, parfois aussi qui peuvent vous rendre triste. Oui, je crois que moi, je suis arrivé à l'enseignement par vocation. Je ne suis pas arrivé par hasard. Parce qu'il y en a qui arrivent comme ça, sans trop bien savoir. C'est pas un tonton qui a décidé que, bon, Jean-Claude, maintenant que vous avez la licence, voilà, ce serait bien que on vous oriente à l'école normale pour être une élite de la localité, non? Non, c'était pas ça. Je vais vous dire que lorsque j'arrive en classe de terminale et que je vois M. Claude Ocam enseigner le français, je tout de suite dit, je vais être professeur de français. Ça, c'est clair. Tout de suite, la vocation est née. Je dis, je vais être professeur de français. Et je me souviens, quelques années après la licence, je suis allé créer une ferme agricole à Ça, dans l'allée qui est chez ma mère. Et là-bas, je suis devenu l'ami des enseignants.
Il y avait notamment un professeur d'histoire qui me recevait régulièrement chez eux. Et je me souviens toute l'émotion qui était la mienne quand j'entrais dans sa petite résidence, qui n'était pas quelque chose de grandiose, mais il était enseignant. Pour moi, c'était suffisant. Ça soulevait en moi une grosse émotion. Et je lui disais, j'ai oublié comment il s'appelait, je lui disais, moi, je veux être enseignant. Et plus tard, je suis devenu enseignant. Donc, il y a cela. Je suis devenu par vocation. Et j'aime la transmission. J'aime être avec les élèves. J'aime recevoir d'eux. Parce que les élèves sont un puits de connaissances, un puits de choses que l'on peut apprendre. Donc, j'en apprends beaucoup. Et ils m'apportent donc beaucoup, tout comme je pense que je leur apporte. Et je crois que j'ai des retours positifs par rapport à un certain nombre de situations, mes élèves qui me reconnaissent, qui témoignent un certain nombre de choses. Si c'était à recommencer, vous n'hésiterez pas? Eh bien, oui, je crois que je ferais le même métier, mais je me battrais pour que l'enseignant ait des conditions de vie différentes. Plus acceptables. Plus acceptables. Parce que les conditions de vie de l'enseignant au Cameroun, quand même, on a beau dire qu'il est de la catégorie A, l'enseignant, c'est pas évident. La réalité au quotidien est très difficile. Alors, vous avez également, par moi, été directeur de collection aux éditions Clés. Ça nous permet justement de parler du métier d'édition et de parler de ces métiers qui gravitent autour du livre. Oui, il y a un monsieur qui était directeur des éditions Clés qui s'appelait Tarsis Gatois. Il est originaire du Rwanda. Il a précédé d'ailleurs le professeur Marcelin Moudaïtois. Et donc, c'est quelqu'un qui m'a marqué par sa façon de diriger les éditions Clés. Il était partout. Tous les événements culturels qu'on organisait à Yaoundé, M. Tarsis Gatois était présent. Donc, à l'époque, la Ronde des poètes avait une vie intense. Il venait à nos invitations. Et donc, il a vu ce que nous faisions comme poètes et il a pensé que nous pouvions être directeurs de collection aux éditions Clés. Et je peux vous dire que là où il m'a placé, c'était tellement un honneur. Parce que j'avais le professeur Jean-Emmanuel Pondy qui était directeur de collection à l'époque. Il y avait le feu philosophe Eboussi Boulaga qui dirigeait également une collection et bien d'autres personnalités. Vous voyez où est-ce que j'avais été placé? C'est très élevé. C'était très élevé. Ouais. Comme directeur de collection, vraiment, c'était une collection d'esprit très élevée. Donc, je suis très reconnaissant de cela. Mais ça n'a pas mis long lorsque Tarsis Gatois est parti. Ben, on a oublié l'histoire et puis voilà. Je n'ai plus su ce que c'était devenu. Mais on a publié 2 livres dans le cadre de cette collection. Il y a eu 2 ou 3 livres, 3 je crois. Il y avait Wilfried Moignet qui est paru dans la collection, John Chedi Francis Seyonné qui est paru dedans et je pense moi-même aussi. Et justement, je voulais qu'on parle un peu des métiers autour du livre. Tout à fait. Parce que pour susciter aussi les vocations de plein de jeunes qui nous regardent, parce que quand on parle du livre, il n'y a pas que voilà. Donc, il y a l'édition, il y a plein de métiers autour de cela. Et je pense qu'aujourd'hui, vous avez une qualité vraiment à pouvoir encourager les jeunes à se lancer dans ces métiers-là. Oui, je pense qu'il est bon qu'on en parle aux jeunes. Le métier du livre est un métier passionnant, un métier qui peut faire vivre son nom. Et je crois que même qu'il faut essayer de faire une sorte de tour d'horizon. Vous savez que dans le monde, il y a un éditeur anglais qui s'appelle Pearson, qui est considéré comme le plus grand éditeur du monde, avec un chiffre d'affaires de plus de 6 milliards en 6 milliards d'euros en 2022, avec un investissement qui est très important dans l'éducation, dans les livres d'éducation, les livres professionnels et autres. Donc, je crois qu'il est bon que les jeunes comprennent cela, qu'ils comprennent que, évidemment, le livre, c'est un secteur stratégique de développement d'une économie. Et l'économie occidentale, que ce soit aux États-Unis, en Chine, là on est plus en Occident, que ce soit dans ces grands pays-là émergents, et Pearson, c'est en Angleterre. Donc, c'est un secteur de l'économie mondiale qui marche, qui produit du chiffre, et des chiffres hallucinants. Et il faut donc, je pense, essayer d'intéresser les jeunes à cela. Maintenant, nous avons la situation au Cameroun. Justement, parce que le modèle économique, peut-être, c'est ça qui décourage aussi beaucoup à se lancer. Parce qu'on a l'impression, ok, vous avez donné les chiffres tout à l'heure, c'est très intéressant, ça a réussi à nourrir son homme, les chiffres sont pratiquement astronomiques. Mais on a l'impression que le modèle économique, en ce qui concerne l'industrie du livre au Cameroun, vraiment, c'est pas ça. Oui. Encore un peu beaucoup de galères. Tout à fait. Au niveau du Cameroun, moi, je voudrais vous inviter à taper sur Internet édition de livre au Cameroun. Vous allez tomber sur un document d'un certain Mincha Zé
un mémoire. C'est un mémoire qu'il a publié, qu'il a soutenu dans les années 70. C'était l'édition, la situation de l'édition au Cameroun des origines jusqu'à 1970. C'est le seul vrai document que vous voyez quand vous tapez dans Google « Édition du livre au Cameroun ». Donc vous comprenez que nous avons un problème. Il y a une activité éditoriale présente, je pourrais dire dynamique, continue, mais sur le plan de la construction de tout ce qui se fait autour, sur le plan de la formalisation de la pensée, de l'activité, des chiffres, rien n'existe. En France, vous avez le syndicat national de l'édition qui fait un travail annuel extraordinaire. On sait très bien, par exemple, que les données statistiques placent Hachette, qui est le grand groupe de Lagardère. Lagardère comme c'est le 8e éditeur au monde, en tout cas dans les chiffres de 2022. 8e éditeur au monde avec un chiffre d'affaires de plus de 2 milliards. 2 milliards pour 2022. Et en France, ils ont fait plus de 400 millions de livres vendus pour un chiffre d'affaires de près de 4 milliards d'euros l'année dernière. Donc, vous comprenez que, en fait, il y a un travail d'organisation autour de la profession. Ce qui est un défaut incroyable au Cameroun. Nous avons des organisations professionnelles, l'Association des éditeurs du Cameroun, on ne réussit pas à en avoir une qui fasse toutes les énergies, qui fasse donc feu. Elles naissent, elles vivent quelques minutes et puis elles disparaissent. Donc en ce moment-ci, la situation d'édition est difficile. Nous avons par exemple aussi le Salon du livre de Yaoundé, dont la régularité a pris un coup. On ne sait pas où c'est rendu, on espère que ça va revenir sur la sellette. Donc ça fait qu'on a une situation générale qui est confuse. Un espoir à l'horizon quand même, paradoxal. Là, vous êtes très pessimiste. Est-ce qu'il y a un espoir à l'horizon? Moi, je suis éditeur. Je publie des livres. D'accord. Je crois que l'espoir, c'est d'abord cette énergie que les éditeurs, malgré tout, maintiennent allumée. C'est-à-dire que malgré la difficulté, malgré la confusion, malgré l'absence de visibilité statistique et autres, ils continuent de produire. Parce que ce n'est pas à eux, forcément, de faire la littérature critique, scientifique autour du travail qu'ils font. C'est l'institution dans son ensemble qui doit pouvoir s'organiser. Donc l'espoir, c'est d'abord ces éditeurs qui sont sur le terrain, qui font le travail au quotidien et qui participent avec les auteurs à la présence continue de la littérature, de la science, de la pensée au Cameroun. Et je pense qu'avec ça, on peut espérer que demain, l'institution va prendre conscience de sa force. Et autre chose qu'il faut remarquer, qui est un autre paradoxe, le Cameroun est en Afrique l'un des pays qui produit le plus grand nombre d'écrivains, les meilleurs. Quand vous prenez les chiffres des prix littéraires, on est quasiment au sommet, c'est quasiment tous les ans. Et depuis ces dernières années, ce sont les dames qui ont pris le relais à la suite des hommes. Et ça, c'est extraordinaire. Qu'est-ce que nous faisons de cela? Comment arrivons-nous à ne pas capitaliser un tel succès à l'échelle internationale? Donc, je crois qu'il y a tout cela. On est donc dans un paradoxe permanent, dans une confusion permanente, à la fois le haut et le bas. Donc, il faut trouver le moyen de rationaliser tout cela, de donner de la cohérence à notre politique du livre. Et le jour où nous allons pouvoir le faire, je pense que le Cameroun va tirer des dividendes extraordinaires. Moi, je vais rajouter de la cohérence et de la valeur aussi, voilà. Ce qui est fait. Jean-Claude Awono, invité de Face à ECN, véritable partage d'expérience. Nous sommes toujours à l'Institut français du Cameroun, antenne de Yaoundé, avec ce charmant public qui a fait le déplacement. Alors, on va parler dans un instant des éditions Ifriqiya. C'est vraiment avec beaucoup d'émotion qu'on en parlera tout à l'heure. Le temps pour nous de prendre une autre respiration musicale avec Joël Nia, qui nous accompagne tout au long de cette émission. On peut l'accueillir une fois de plus par des applaudissements. Yon bunjun fa fujula Jumto yak uchunjula Uchu barmbe ulenyo jugula Yu mama fujula menam Num ku
mena muka kochuna jouet Nyonjo fa buchula Numkumela muka kochuna jouet Esangando Bobunchini ya chula Atura chana nusika Lubanju ne yab numba Akelen joie n'enkud ne yab numi Zumama fuchubi la menam Numku menam muka kochuna jouet Nyonjo fa buchula Numkumbela muka kochuna jouet Esangando Bobunchini ya chula Susanna baya Susanna Velam Kwara yok sulali Amigo Shunam Zinu zapola Amigo Velam Kwara mupolali Amigo Shunam Shubju atalanju Merci. Wow. Merci. Bravo. Merci. Le titre c'était Parole de sage. Parole de sage, bravo Joël Nia. Vous êtes définitivement conquis, Jean-Claude Conquis Awono. complètement. Il a des chutes extraordinaires, hein, parce que avec la première chanson, c'était ça, et là, il est monté d'un cran encore dans sa façon d'achever ses chansons. Bravo. Il y a pratiquement un an, les éditions Ifriqiya ont été victimes d'un incendie. C'est un moment de grande émotion, on en parle aujourd'hui, un an après, mais ça a été très très difficile, très très dur. Ouais, ça a été, c'était le 25 février 2022, c'était un vendredi. Et voilà, je n'étais pas dans la ville, j'étais allé au village, j'étais à la chefferie. Lorsque, dans la nuit, aux environs de 22 h, je commence à avoir des appels qui viennent de Yaoundé pour m'informer qu'il y a quelque chose qui se passe à la montée du parc national, quartier Mélène à Yaoundé. Et les images que je vais recevoir sont des images de feu, de cris, de flammes et de nuit. Les éditions Ifriqiya sont en feu. Vous comprenez que c'était très dur. Donc il a fallu vivre ces moments avec, heureusement ma mère était là et quelques autres personnes au village. Vous aviez les archives de l'entreprise. Vous aviez par exemple ma tenue de chef traditionnelle que je venais de laver. Je l'ai amené au pressing et ce jour-là, je l'avais laissé là parce que le lendemain, je devais passer par là pour aller, je crois, je ne sais plus qu'est-ce qui s'est passé, mais j'étais là, je n'avais pas ma voiture par le village. Donc voilà, la tenue a également brûlé. J'avais aussi une belle calebasse que je gardais là. Il y avait des tableaux d'un ami, un peintre, Hervé Yamgen, qui nous avait offert un tableau, un autre grand tableau qui recevait tous nos invités. Le grand tableau de Serge Ebala, nous l'avions commandé à l'époque. Et donc, c'est tout ça qui était... Et à ce moment, qu'est-ce qu'on ressent? Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Je ne sais pas si on peut mettre le mot. On peut mettre le mot dans ce qu'on ressent à ce moment-là. Il y a qu'on ne peut pas dire. On ne peut pas dire exactement ce qu'on ressent. Mais on se sent
dépossédé de soi. On se dit tant d'efforts pour aboutir à de la cendre, tant d'efforts pour avoir de la fumée, de brûlis et tout ça. Mais c'était vraiment très difficile. Il y a eu aussi un vaste élan de solidarité autour de vous. Hein. Vos amis ne vous ont pas laissé seul dans cette situation. Heureusement, heureusement, parce qu'il y a eu cela. Des amis d'abord qui sont venus spontanément nous rendre visite, et qui ont été avec nous pour essayer. Il y avait quelques livres qui avaient échappé au feu, il fallait les enlever. Et autre chose, c'est que j'avais un peu d'argent, par exemple, dans le bureau, il y avait près de 500 000 francs qui étaient dans le bureau. Alors, comme je n'étais pas encore là, mon épouse, elle m'a dit, est-ce que l'argent, tu disais qu'il y avait l'argent là-dedans, puisqu'on s'est parlé, est-ce que tu peux, parce qu'on a filmé l'espace, elle a dit, est-ce que tu peux nous montrer où se trouve cet argent-là? Alors, comme il y avait des brûlis et tout ça, il y avait une armoire en fer, heureusement. Donc, j'ai fait la flèche comme ça. Et heureusement, cet argent n'avait pas brûlé du tout. C'était un miracle. Il n'avait pas brûlé. Il était là. Il était là, on l'avait retrouvé en totalité. Donc, il y a eu cet élan de solidarité. Je viens de citer quelques personnes qui sont dans la salle. C'est venu et du village, et du Cameroun, et des écrivains, et des parents, et des amis, et de l'étranger. Vraiment, il y a eu un immense élan de solidarité. Et chacun y allait de sa capacité. Absolument. C'était 1000 francs, c'était 5000, c'était 10 000, c'était parfois 100 000 et tout et tout. Donc, il y a eu un élan réel. On ne s'est pas senti vraiment seul. Et puis, il y a eu aussi les apports qui ont été vraiment décisifs, notamment celui de l'Institut français du Cameroun, qui nous a soutenus, ainsi que de l'Institut Goethe. Et je voudrais revenir sur un soutien traditionnel. Vous savez, il y a un chef dans l'Ouest, un chef de la région anglophone, mais qui réside dans le Mongo plutôt. Dans l'incapacité de faire le déplacement, il a déplacé sa princesse royale, celle qui va succéder au trône après le départ de son père. Le royaume de Lenalendem. Elle a fait le voyage pour venir faire un rituel d'eau pour éteindre les flammes et puis ensemencer ainsi la renaissance du Frikia. Je crois que sur le plan symbolique, c'était quelque chose de très fort. Très fort, tout à fait. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de l'Institut français du Cameroun. On a une très bonne nouvelle aussi à annoncer à nos internautes qui nous regardent et au public qui a fait le déplacement. Cette année encore, c'est la bonne nouvelle qu'on annonce en exclusivité. L'Institut français du Cameroun a décidé de faire une dotation. Je pense que ça mérite des applaudissements pour vous accompagner dans cet effort. Et voilà, on a été tout à l'heure rencontrer Yann Lorveau, le directeur de l'Institut français du Cameroun. Pour ceux qui n'ont pas pu être là, je vous propose qu'on regarde ces images pleines d'émotions. Donc l'annonce de cette bonne nouvelle qui va apporter une bouffée d'oxygène aux éditions Ifriqiya. Monsieur Yann Lorveau, aux côtés de Ifriqiya, une très bonne nouvelle qu'on va partager avec les internautes qui nous regardent en ce moment sur la page Facebook de l'Institut français du Cameroun. Vous savez, cher Jean-Claude, que Ifriqiya, d'abord c'est un modèle pour nous, c'était aussi une source d'inspiration. Ça a été un moment de chagrin quand vous avez souffert de cet incendie. Vous savez qu'à chaque fois qu'une librairie ou qu'une bibliothèque brûle, c'est quand même une partie du savoir qui disparaît. Donc l'an passé, l'Institut français du Cameroun et l'ambassade de France au Cameroun avaient vraiment, dans un geste de solidarité, décidé d'être à vos côtés, pas seulement dans le discours ou la parole, mais aussi avec des moyens financiers, modestes certes, mais en tout cas pour vous aider à rebondir. Et donc on avait eu le plaisir de vous remettre un chèque de 3 millions de francs CFA, mais avec l'équipe, avec toute l'équipe, avec Patrick Auguel, avec toute l'équipe de l'ambassade, avec Samuel Pasquier qui est notre directeur délégué aussi à Douala, donc c'est quand même une réflexion nationale. On s'est dit que ça n'avait pas de sens juste d'aider comme ça une fois, et donc on souhaite s'inscrire avec vous dans un élan qui va eh bien, se reproduire au moins dans les 2 prochaines années, c'est-à-dire cette année et l'an prochain, pour vous permettre de refaire votre métier et d'aider
des écrivains, des écrivaines, des jeunes autrices. Je sais aussi que ça vous intéresse particulièrement. Et donc voilà, je vous donne la parole et je vous remercie. Et on est très fiers d'être à vos côtés. Et on est surtout à votre écoute pour lancer des initiatives conjointes si vous le souhaitez. Bien sûr, monsieur le directeur de l'Institut français de Cameroun, je voudrais vous dire toute la reconnaissance qui est la mienne, mais également celle des éditions Ifriqiya et peut-être aussi des éditeurs camerounais. Parce que, souvenez-vous, lorsque l'année dernière, au mois de février, les éditions Ifriqiya sont complètement disparues sous les flammes, l'Institut français nous a beaucoup marqué de manière spontanée. Vous avez décidé de nous soutenir. On ne l'avait même pas demandé, on ne l'avait pas encore fait, on avait l'intention, mais vous aviez senti que le livre avait subi un coup très grave dans un environnement et peut-être par le biais d'un acteur qui est très présent dans le domaine du livre. Donc ça nous a vraiment touché. Et vous n'avez pas que dit cela de manière orale. La cérémonie à laquelle vous nous avez conviés en présence de son excellence, monsieur l'ambassadeur, qui s'en est allé, et le chèque, 3 millions que nous avons reçu, tout cela a vraiment contribué à nous redonner l'espoir dans une situation où nous étions quasiment désespérés. Je tiens vraiment à vous dire merci et je peux vous dire que ces fonds ont été utilisés à très bon escient. Vous allez pouvoir, comment dire, la présence continue de publication des éditions Ifriqiya. Et je peux vous dire qu'à ce jour, sans vous dire que les problèmes sont terminés, au moins personnel, et ça c'est un grand défi au Cameroun. Tout personnel qui est resté en place, il est resté en place parce qu'il y a un équilibre qu'on a réussi à mettre en place en termes de fonctionnement, de prise en charge du personnel, en termes de suivi du travail éditorial. Tout n'est pas parfait. Et cette continuité du soutien de l'Institut français, l'ambassade de France, nous en sommes très reconnaissants. Merci. Nous sommes tous un peu Ifriqiya et on continuera à l'être dans le temps pour effectivement mobiliser tout le système éditorial camerounais qui donne une chance incroyable d'éditer de jeunes autrices et de jeunes auteurs et qui permet d'acheter à un prix camerounais. Et ça n'a pas, bien évidemment, d'équivalent. Donc, félicitations, monsieur, félicitations à votre équipe. Merci. Et notre inscription dans le temps, c'est parce que notre ADN, c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est Ifriqiya. Merci beaucoup. Merci. Merci. Voilà, donc on a revu ces images. Hein, c'était tout à l'heure avec M. Yann Lorvo. Vous vous êtes revu dans ces images-là. Jean-Claude Arono, ça fait chaud au cœur. Bien sûr que ça fait très chaud au cœur. Il faut ajouter l'adverbe très. Monsieur Yann Lorvo, que j'ai rencontré ce matin même dans les couloirs de l'IFC, il m'a embrassé, on s'est embrassé, il m'a fait la petite confidence. Il m'a dit, écoutez, moi je ne vous lâche pas, je ne vous lâche pas du tout, Ifriqiya, je vous soutiens. Et ça c'est quelque chose de très fort. Et je peux vous dire que mon équipe et moi-même, les éditions Ifriqiya et peut-être aussi la communauté des éditeurs, nous sommes très reconnaissants de cet acte de l'Institut français. Mais je voudrais dire, mon cher Nia, que l'édition au Cameroun de manière générale, au-delà du geste très généreux de la France, a besoin d'être soutenue. Il ne s'agit pas seulement d'Ifriqiya, il s'agit de l'ensemble des acteurs qui interviennent dans le champ de l'édition, qui ont besoin d'être soutenus. Et surtout ce soutien doit être un soutien qui nous vienne de l'institution, de l'État, quel État du Cameroun. Vous avez besoin aussi d'être soutenu par on a besoin d'être soutenu par les nôtres. Et pendant l'incendie, je pense que ça nous a beaucoup manqué. Parce que l'incendie nous a frappé jusqu'à présent. Nous avons ressenti, ça je peux vous dire, un pincement au cœur parce que nous n'avions pas ressenti l'accompagnement de l'institution qui est la nôtre. Et je pense qu'il est bon. Il est bon que une structure, par le passé, il y avait ce qu'on appelle le compte d'affectation spéciale, qui a essayé d'œuvrer. On ne peut pas avoir fait quelque chose de si révolutionnaire et après on tombe dans une sorte de choses qu'on ne comprend plus.
En tout cas, ce soutien de l'Institut français vous permet d'envisager l'avenir avec beaucoup d'espoir. Hein, les projections sur le Bien, futur. Écoutez, Vous allez renaître de vos cendres. je pense qu'en ce moment, Ifriqiya, ce n'est plus un amas de cendres, c'est plus de la fumée depuis en tout cas mars 2022. Tout de suite, on s'est mis au travail. On ne s'est pas du tout arrêté. Et ça aussi, j'ai oublié de souligner un appui central qui a été celui de Cheikh Anta, de l'Institut Cheikh Anta Diop. Parce qu'ils nous ont... On est allé les voir. On est allé voir M. Taïou. On leur a expliqué notre situation. Et il nous a hébergés pendant 9 mois gracieusement. Bravo. Gracieusement. Ça, mon équipe des éditions Ifriqiya et moi-même, nous voulons lui, et peut-être aussi tous les auteurs qui sont parus à l'époque, à ce moment-là, nous lui sommes infiniment reconnaissants pour cela. Donc, on n'a jamais, plié les chines. Tout de suite après, un seul mois après, au mois de mars, on s'est remis au travail. On s'est remis au travail tout de suite. Et je rends également un hommage à mon équipe. Parce qu'en pareille circonstance, ça va dans tous les sens. Les gens se disent, voilà, c'est peut-être la bénédiction. L'équipe est restée soudée autour de vous. L'équipe est restée soudée. Bravo, l'équipe. Elle est restée complètement soudée autour de moi. Et sous la conduite de sages comme Richard Antoine Nobé, qui a rejoint l'équipe après sa retraite, qui a dit, moi, je viens vous apporter ma note de sagesse. Et ça, nous l'apprécions énormément, nous l'apprécions beaucoup dans le cadre des activités des éditions Ifriqiya. Donc, nous avons continué de publier. Et nous avons même, en 2022, publié plus de livres que nous n'avions fait l'année d'avant l'incendie. Comme quoi Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous savez, quand il y a un feu qui passe, oui. Les cendres s'étendent depuis de ces cendres-là, il y a toujours une germination extraordinaire qui fait pousser les herbes, qui fait pousser les plantes. Non, mais ça nous fait plaisir de vous écouter parler comme ça. Ça fait énormément plaisir. Jean-Claude Awono, on va donner la possibilité à ce public qui s'est déplacé de pouvoir réagir. Une question, vous allez vous présenter et vous allez pouvoir poser votre question ou alors apporter une appréciation à ce qui est fait dans le cadre de cette édition de Face à ECN. Bonjour à tout le monde et merci, je suis content d'être ici. Tout de suite, je veux savoir qui est ce Bongo qui vous a reçu lors de votre première mission dans le Congo. Vous avez parlé d'un certain Bongo, mais à vrai dire, on ne sait pas qui c'est. Merci. Bien, merci pour cette question. Gabonais, lorsque j'arrive à Bakwat, à l'école publique de Bakwat qui était finalement transformée un peu en CES. Gabonais, c'était quelqu'un qui était du village et qui était employé comme un surveillant, même un surveillanton pourrait-on dire. Donc véritablement, je n'ai pas gardé un grand souvenir de lui puisque il m'a hébergé pendant une nuit. Je venais prendre service. J'ai pris service le lendemain, je suis parti. J'ai quitté Bakwat pour revenir à Manjo, où je résidais finalement. Ouais. Donc, mais c'était quelqu'un d'une extrême générosité. Il m'a offert cette générosité en mettant à ma disposition une chambre avec une belle lampe tempête qui a éclairé ma nuit et qui m'a réchauffé après cette pluie qui m'avait arrosé pendant tout mon voyage. Monsieur le Président, Monsieur le poète, Monsieur l'écrivain, Monsieur l'éditeur, tout ça pour vous seul. Vous êtes poète. Tout à l'heure, je vous ai écouté, mais j'ai l'impression qu'on reste encore dans un monde féerique, un monde de rêves. Antonio Machado, c'est un Cubain. Il écrivait, il faisait des publications. C'était, on va dire, à l'époque de la Révolution, il faisait passer des messages. Au Cameroun, nous avons le professeur John Wele qui disait le philosophe doit être à l'écoute de la nation. Vous, en tant que poète, la poésie, pas la poésie, qu'est-ce que la société camerounaise peut-elle obtenir en ce qui concerne la transformation morale surtout
D'ailleurs que nous savons que pour cacher la vérité aux Camerounais, il faut la mettre dans les livres. Beaucoup ne lisent pas. La poésie, vous en avez fait une passion. Alors comment transmettre cette passion de manière à ce que la société camerounaise soit transformée moralement? Ça rentre dans le couloir économique, le développement social. Ce point m'inquiète. Je vous remercie. D'accord. Bien, merci pour cette question-là. Pour y répondre, je vais me souvenir d'une rencontre que j'ai faite hier, une rencontre extraordinaire. Un jeune chercheur qui est parti de l'université de Maroua, qui nous a été recommandé par le professeur Dili Palay, qui est le directeur de l'école normale supérieure de Maroua, et qui d'ailleurs est juste assis derrière vous. S'il peut s'élever, le jeune chercheur, l'étudiant, il prépare une thèse sur la poésie camerounaise. Vous avez parlé des défis moraux qui devraient interpeller sans doute la poésie. Ce jeune homme a choisi de travailler sur l'inscription de la poésie camerounaise dans les conflits. Les conflits, notamment le Boko Haram, le conflit djihadiste, mais aussi la guerre dans le Nozo. Voyez. Et hier, quand il est venu me rencontrer, il a fait le tour d'horizon des publications que les poètes camerounais, moi compris, ont fait sur la question. Les poètes ne l'ont pas fait pour encenser le séparatisme. Ils ne l'ont pas fait pour encenser le Boko Haram. Ils ont dit, ça, nous ne voulons pas de cette affaire-là. Nous sommes contre. Nous ne pouvons pas comprendre que ce Cameroun que nous avons hérité de nos ancêtres puisse être divisé. C'est la position des poètes. Ils expriment clairement dans le corpus riche, qui est d'ailleurs enrichi par un recueil collectif de poésie dirigé par Madame Nadine Kenge qui est là et Chantal Bonono qui est de l'école normale supérieure et qui s'appelle Des vers au bout du canon. Un ensemble de poètes camerounais se sont mis ensemble. Ils se sont mis ensemble et ils ont dit voilà, qu'est-ce que c'est que cette histoire dans le Nozo? Alors qu'est-ce que nous disons par rapport à cela? Donc cette œuvre est disponible et il y en a plein d'autres. Si vous prenez d'ailleurs à hauteur de 100, et le jeune homme me le rappelait encore hier, il y a une inscription du poète sur ces questions-là. Évidemment pour essayer de redresser un ensemble de situations qui sont malheureuses et qui fragilisent l'équilibre social, l'équilibre politique, l'équilibre territorial du Cameroun. Donc voilà un angle sur lequel je voulais juste vraiment m'appuyer. Maintenant, il y en a plein d'autres. Les poètes souffrent malheureusement d'une sorte de musulman. Vous allez constater que les émissions de télévision, même les chaînes de télévision, accordent très peu de place aux écrivains. Regardez celles qui sont les plus en vue. On fait venir tout le monde, mais très peu d'écrivains pour venir éclairer la lanterne sur des questions qui concernent le Cameroun. Et pourtant, qui mieux qu'un écrivain, qui mieux qu'un poète, qui porte au fond de lui, dans ses tripes, qui n'est pas quelqu'un qui babate tout simplement, qui a pris le temps d'étudier les questions, peut apporter un éclairage véritablement digne de ce nom. Et peut-être aussi définir une orientation de type moral, de type éthique, pour que les problèmes auxquels on est confronté, on puisse y trouver des solutions. Donc je crois que la poésie camerounaise, elle n'est pas silencieuse du tout. Elle milite pour que nous ayons un mieux vivre dans notre pays, quel que soit le domaine, que ça concerne le domaine social, économique et autres. Donc voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup. Je m'appelle Mélie José et je suis heureuse de célébrer la renaissance d'Ifriqiya avec les Perles de la Nuit qui sont sorties en mars 2022 après l'incendie. Et j'ai deux questions à M. Aono. La première question, c'est qu'il a dit il y a des perspectives pour la ronde des poètes et ça nous plaît s'il peut être plus précis parce que nous admirons tellement le dynamisme et tout ce que ce groupe de jeunes passionnés a apporté à la poésie camerounaise. Quelles sont les perspectives? Et
pour déboucher sur les perspectives, nous avons également salué la main d'association entre la PEC et la Ronde des poètes. Mais ce qui nous manque aujourd'hui, c'est cette association forte de toute cette synergie, de tous les écrivains camerounais qui puissent organiser des événements ensemble. Monsieur Aono, vous vous êtes impliqué pour que moi je fasse un voyage dernièrement au Gabon. Et le dynamisme de la littérature gabonaise est sous-tendu par une association des poètes très forte et liée ensemble. Et nous ne sentons pas ça ici au Cameroun. Et ça, vous devez nous dire votre avis là-dessus parce que nous connaissons votre influence dans ces questions-là. Et puis, j'ai quand même une autre préoccupation. Ça, c'est ma déformation de professeur de lettres. Nous saluons également le dynamisme de l'édition dans notre pays au Cameroun, mais nous décrions ces derniers temps toutes ces nouvelles maisons d'édition où le travail éditorial se fait avec tellement de difficultés que les fautes sont célébrées et les écarts sont encensés. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour que nous pensions que quand même notre littérature va bien se porter parce que votre association des éditeurs, vous allez vous mettre ensemble pour vous rassurer quand même que le travail éditorial soit plus sérieux. Merci beaucoup. Ok, merci. S'agissant de la première question relative aux perspectives qui peuvent être celles de la Ronde des poètes, je dois dire que à ce jour, c'est une association qui devait être normalement renouvelée. C'est des personnes plus jeunes que nous qui doivent prendre en main cette association-là, cette énergie et lui donner une nouvelle voix au chapitre. Bon, nous avons fait des tentatives, mais je pense qu'aujourd'hui, avec l'univers numérique, les gens sont beaucoup plus attachés à autre chose qu'à ceux qui véritablement fédèrent les énergies. Parce qu'à la base de la Ronde des poètes, il y a une fédération de présence, d'énergie, de passion et autres. Aujourd'hui, c'est plus véritablement cela. Mais qu'à cela ne tienne, il y a une perspective. Il faut rester dans la dynamique de ce festival de poésie des 7 collines de Yaoundé, dont il faut refaire une 3e édition, et ainsi de suite. Mais ce à quoi je suis en train de passer depuis quelque temps, c'est deux choses. La première des choses, ça ne va pas seulement concerner les poètes. Ça va concerner les écrivains camerounais dans leur ensemble. On a ici des romanciers, des essayistes. Je vois l'excellente auteure, Madame Jennifer Ntolo, qui va publier son livre bientôt aux éditions Ifriqiya. Donc, on a pensé qu'on pouvait mettre en place un atelier qui va s'appeler l'atelier de critique du texte et de l'image. Parce que voyez-vous, aujourd'hui, surtout l'imaginaire des écrivains est fragilisé par la facilité qu'offre sans doute l'univers numérique, mais également d'autres facilités. On ne prend plus le temps de prendre le recul, permettez-moi l'expression. On est un peu trop dans les éléments, dans les choses, dans la spontanéité, dans l'immédiateté. La distance n'existe presque plus. Or, ce que nous avons quand même constaté, c'est que les peintres, les plasticiens sont toujours à l'avant-garde de la créativité, du renouvellement de leur imaginaire, ce qui est rarement le cas des écrivains. Si vous recevez 100 textes de poètes et de romanciers au Cameroun, vous avez la chance d'en avoir maximum 3 ou 4 qui soient de bonne qualité. Le reste, on est obligé de faire des réécritures, de renforcer, etc. Et la créativité, il n'y a pas beaucoup droit de citer. Donc, nous avons pensé qu'il faut mettre en place cet espace-là. J'ai déjà vu le peintre Aliou Moussa, nous en avons parlé, j'en ai parlé d'ailleurs avec vous-même, j'en ai parlé avec le docteur Claude Docam. Je pense qu'il nous faut des personnes de qualité. Et même aussi dans le domaine événementiel aujourd'hui, on a une sorte de déferlement de l'événementiel littéraire avec des festivals et autres qui se mettent en place. Mais là encore, la visibilité de ces rencontres reste un peu, comment dire, elle est sous caution. C'est pour ça qu'il va être bon encore d'imaginer des rencontres d'hommes d'écrivains, d'hommes de lettres, pardon, et d'artistes de haut vol qui vont véritablement être des lieux de rencontre des esprits et puis d'enrichissement de l'imaginaire. Donc il y a cela. L'autre chose, c'est avec les pères africains,
les poètes africains que je connais ici et là, on est en train de penser à quelque chose que j'ai proposé à la fin de l'année, c'est-à-dire on va appeler ça, comment je vais appeler ça? Ça concerne tous les poètes africains, ça devra s'appeler les rencontres de la poésie africaine. Les états généraux, voilà, de la poésie africaine. Les états généraux de la poésie africaine. On en a déjà parlé avec les Gabonais, vous avez parlé tout à l'heure de l'Union des écrivains du Gabon, c'est l'Union des écrivains gabonais. Avec des Gabonais, avec des Togolais et bien d'autres. Donc il faut qu'un jour, les Africains s'asseyent pour évaluer le chemin parcouru dans le domaine de la poésie, qu'ils se posent des questions sur le patrimoine, qu'ils se posent des questions sur le renouvellement de ce patrimoine et sur leur inscription dans l'avenir. Comment est-ce que nous allons continuer? Est-ce que nous laissons la poésie comme ça? Est-ce qu'à terme, on ne pourrait pas aboutir à une sorte d'académie de la poésie africaine qui sera un lieu où on va légiférer, on va quand même organiser des choses plutôt que d'être dans cette sorte de laisser aller où finalement on ne sait pas où on va. Donc c'est un peu des perspectives, c'est des lignes sur lesquelles nous sommes en train de travailler. Bien, maintenant, concernant votre séjour au Gabon, je voudrais vous féliciter. Vous avez été reçu par l'Union des écrivains du Gabon dans le cadre d'un festival organisé dans le cadre de la journée de la femme, la journée internationale de la femme. Je crois que c'est une excellente chose. Je ne peux que vous féliciter. Vous le méritez d'ailleurs. Votre qualité de poète, qualité d'enseignante d'exception. Vous méritez cela. Je crois que c'est ce que je peux dire par rapport à vos questions. Voilà. Balthazar Edipissi, auteur et producteur dans le cadre de l'art poétique. J'ai deux petites questions à Jean-Claude. La première, c'est celle de savoir aujourd'hui quel est le dispositif mis en place pour sécuriser la littérature au niveau des éditions EFICIA. Je veux par là dire, est-ce que l'archivage numérique, par exemple, a déjà pris corps, ou alors l'archivage numérique rentre dans le projet justement du système d'information qui doit prévaloir désormais à EFICIA pour pallier à ce genre de situation que nous avons eu à vivre. La seconde question, c'est, Jean-Claude n'aimerait pas peut-être le dire, hein, Jean-Claude est sorti déjà d'un studio où 8 de ses titres, 8 de ses textes poétiques ont été transformés en musique avec le concept Balthazar Production. Et j'aimerais que Jean-Claude dise au public à quand est-ce que nous nous retrouverons ici pour l'écouter maintenant en son. Merci. Bien, merci à Balthazar Edipissi, qui est un auteur EFICIA. Il a publié de la poésie et puis un roman chez nous. Sur la question de la sécurisation, évidemment, l'incendie qui survient en février de l'année dernière est une grosse question sur la sécurité de l'édition au Cameroun. Mais cette question, est-ce que nous avons réussi à nous la poser? Est-ce qu'on a réussi à se dire quelque chose est arrivé là? C'est une sorte d'alerte qui concerne toute l'économie du livre au Cameroun et même en Afrique. Je crois que c'est une question fondamentale à laquelle je ne peux pas apporter une réponse individuelle, personnelle. En fait, je peux donner un avis, mais c'est parcellaire. Mais ce que nous avons essayé de faire au niveau d'EFICIA, et d'ailleurs, si on n'avait pas numérisé nos documents, ça aurait été la catastrophe. Puisque l'activité éditoriale, voyez-vous, c'est une activité en réalité qui fait intervenir beaucoup d'acteurs au niveau de la chaîne. Vous avez des imprimeurs, vous avez plein d'autres acteurs qui sont des journalistes et autres. Et donc, il y a beaucoup de livres qui étaient dans les ordinateurs des imprimeurs parce que ça se joue là-bas avant d'être traduit en livre. Donc, ça, c'était un effort de numérisation que nous avons fait et qui nous a beaucoup aidé. Donc, parce que tout avait brûlé, les ordinateurs, même les clés de stockage des données avaient complètement disparu. Donc, il y a cet aspect. Bon, maintenant, nous avions aussi, avant l'incendie, créé et noué un partenariat avec des structures de diffusion en ligne. Donc, nous avons des textes qui sont en ligne et donc qui sont consultables, qui sont impérissables. Et depuis quelque temps aussi, nous avons notre site internet et ça, c'est à mettre à l'actif de la suite de l'incendie. Avant, on a essayé des sites qui, certains avaient été hackés, d'autres, des gens avaient abusé de nous, c'est-à-dire que vous donnez de l'argent à un technicien, il prend l'argent et il disparaît. Ou alors le site est hacké, mais là, nous avons un site internet qui est déjà fonctionnel. Et si vous avez vu des images hier,
nous avons commencé à publier sur Amazon. On a commencé déjà à publier sur Amazon ça depuis, on a un jeune homme qui s'y connaît. Après avoir également été abusé, M. Lobela, parce qu'on a recruté, on a sollicité l'expertise de plusieurs personnes qui sont venues pour notre inscription sur Amazon, mais chaque fois ça a débouché sur les passes. On paye, puis ça ne donne rien. Mais là maintenant, la question est résolue. Et donc de ce point de vue, je crois qu'il y a le site internet, les partenaires en publication numérique et puis Amazon et autres. Donc il y a tout ça qui se met en place. Et il y a aussi un système de mise, de stockage des données qui ne peuvent plus continuer d'être dans le même espace où nous travaillons. Encore que en 2022, nous avions une clé qui ne séjournait pas là, mais par inadvertance, elle s'est trouvée là au moment de l'incendie. Voilà, comme ça, par une malencontreuse circonstance. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, s'agissant de cet excellent travail que M. Balthazar Edipisi a mis en place, il a créé un studio d'enregistrement, de promotion discographique. Et il a choisi de mettre mon premier recueil, d'ailleurs, c'est un poème tiré de Flux d'une foulée de fous. Donc c'est là qui était paru au Presse universitaire de Yaoundé. C'est une série de 8 chansons qui sont exécutées par quelqu'un qui est maître dans l'art de la guitare, à savoir Billy Chims. Donc le travail a été fait et tous les textes sont en langue française. Je pense que je verrai dans quelle mesure l'IFC peut être le lieu de promotion de ce texte-là, de ces textes-là. Et puis voilà, pourquoi pas voir avec vous et tout le monde ici ce qui pourrait être fait. Voilà. Merci à ce public qui a fait le déplacement de l'Institut français du Cameroun. Merci Jean-Claude Awono. Nous sommes pratiquement arrivés au terme de notre échange, hein, mais on ne peut ne pas aborder une de vos casquettes. Depuis 2016, vous êtes chef traditionnel. Comment est-ce que vous accédez à cette fonction de chef traditionnel? Eh bien, c'est mon père. Il s'appelait Olumé Jean-Claude. C'est comme ça qu'il s'appelait. Il est mort en avril 2016. Et en décembre 2016, les notables de Guéchin 2, qui est un grand village à Oumbessa, ont pensé qu'il leur fallait un nouveau chef. Et évidemment, dans ce genre de situation, on écoute ce que le défunt a dit, quelles étaient ses dernières volontés. Et tous les notables qui s'étaient rassemblés avant le mois de décembre, ils avaient dit, notre chef Olumé, avant de mourir, voici ce qu'il avait dit. Il avait dit qu'il n'est plus là, voilà son représentant. Et c'est comme ça donc je deviens chef. Mon grand-père, Kofane Yabona, était chef. Et donc on s'inscrit dans une lignée qui... je crois qu'il participe à faire de Guéchin 2, ce village de l'arrondissement d'Oumbessa, un village qui voudrait se définir autrement dans l'échiquier de la gouvernance traditionnelle. Et je me réjouis d'ailleurs de la présence de quelqu'un, Rems Guidimbe, qui est envers là en face, qui travaille beaucoup pour cette communauté-là, qui renforce énormément l'action des chefferies traditionnelles dans la grande communauté Gounou, avec un festival. Il a organisé un festival qui s'appelle Guinoumene, c'est-à-dire rencontre. Donc il organise et il soutient beaucoup les chefs. Donc moi, qu'est-ce que ça représente finalement pour vous? On a énuméré vos différentes casquettes tout à l'heure, homme de lettres, poète. Cette nouvelle casquette qui arrive en 2016, est-ce que vous avez l'impression que dans votre parcours, c'est une sorte de... Voilà, c'est-à-dire que... Oui, finalement, il faut savoir d'abord que je n'avais pas choisi. Et puis j'espérais toujours que mon père ne mourrait jamais. Chaque fois que je le voyais, je disais que il est... Donc je ne me sentais pas concerné par la chefferie. Il en parlait, il disait demain si je ne suis pas là, assis-toi. Il le disait à ses notables, à ses amis et tout le monde. Parfois à ma présence, mais c'est très souvent à mon absence. Et moi, sincèrement, ça me laissait à 37 parce que je me disais qu'il ne mourrait jamais, qu'il serait toujours là. Et donc que cette place-là, moi, je ne l'occuperais pas. C'était ça. Et puis un jour, il s'en est allé. Ça a été d'abord très difficile parce que j'ai imaginé l'immensité de la tâche. Il y a tout ce que je faisais déjà, enseignant, poète, éditeur et tout. Donc à cela venait s'ajouter cette responsabilité-là. Donc c'était une... Mais en même temps, c'était un devoir. Mon père, je l'aimais beaucoup. J'avais beaucoup de respect pour lui. Et il n'était pas question
que je ne donne pas une suite favorable à ces dernières volontés qui avaient porté leur dévolu sur ma personne. Donc c'est un acte d'amour, un acte de fidélité par rapport à un parent que j'ai finalement posé. Donc pour moi, ça représente beaucoup. Parce que ça me donnait là l'occasion d'apporter du mien à ma communauté d'origine. Est-ce que la communauté d'origine vous le rend bien ça se passe bien? Parce que parfois, les rapports entre les chefs et leur communauté, parfois, c'est des relations très, très tendues. C'est un peu difficile, hein, parce que vous savez, on est dans une partie du Cameroun où la chefferie traditionnelle n'est pas forcément comme ailleurs. Hein. Elle est d'essence plus ou moins récente et parfois la compréhension même du concept de chefferie n'est pas suffisamment admise. Qu'est-ce que c'est qu'un chef? Quelle est l'attitude qu'il faut avoir vis-à-vis d'un chef? Comment se comporter quand on arrive à la chefferie? Parfois, vous avez du mal à comprendre la perception que les gens en ont. Mais il y a, malgré cela, un travail qu'on sent qu'il a été fait. Moi, je ne me sens pas du tout méconnu ou alors sous-estimé. Au contraire, ma communauté sait qu'elle a un chef et elle sait très bien me le rendre. Évidemment, avec des imperfections qui sont liées à notre nature. Parce que vous savez, chez nous, il y a parfois des proverbes. Un proverbe qui vous dit par exemple qu'on ne marche pas courbé à la chefferie. Vous vous rendez compte? On ne marche pas, comment on dit ça? C'est-à-dire que quand tu vas à la chefferie, tu ne vas pas adopter une attitude d'humilité. Non. C'est-à-dire qu'on doit tuer dans sa fierté même à la chefferie. Alors qu'ailleurs, c'est différent. Ailleurs, il faut être très humble. Il faut faire allégeance. Profil bas. Il faut faire profil bas. Mais là-bas, ils vous disent, mais non, il faut rester dans sa grande posture de dignité. Donc, il y a ce genre de choses qui fonctionnent et qui rend parfois l'exercice du pouvoir traditionnel un peu difficile. Mais je pense que le paradigme est en train de changer et l'association des chefs traditionnels d'Ombessa s'est mise en place. On est en train de travailler et à Guinching 2, il y a des projets que je propose. Il y a le comité de développement du village qui est en train de se mettre en place. Il y a des tentatives qui ont été faites par le passé, qui n'étaient peut-être pas très bien préparées, qui n'ont pas marché. Mais je pense que là, nous allons faire quelque chose de très solide bientôt. Et nous rêvons d'une chefferie. Je voudrais laisser quelque chose de grand à ma communauté. Je voudrais vraiment laisser quelque chose de très très grand à ma communauté en termes de représentation chefale. Que ce soit en termes d'édifice, que ce soit en termes d'habitude, de compréhension de cette affaire-là, c'est mon rêve. En tout cas, on vous souhaite bon courage. Vous êtes également regardé par les fils et filles de votre communauté de la diaspora à travers les réseaux sociaux. Peut-être c'est l'occasion pour vous aussi de leur passer un message en langue locale. Qu'est-ce que vous leur dites? Regardez la caméra et vous leur parlez à vos fils et filles. Là, c'est le chef qui parle, c'est Majesté qui parle. Beguno bime nganyubedige yomo domo awono ya abona ya kofan ofun ebege nching 2 yomo monyo betini mi yemu hala bunga biatono mono bano galo go bame benyo babanolomo na bebegunu bana bege nchinge bana babombes bime wondo mocha bufume bobo bise becho bamba chusien buhene gonga nga beche me pumu di lukumen de babanda deba dibo l'audio no ngiso ya bedongo bime diamo becho de lebato pour abato yimbe amato no becho bufume wole ba bobemba giantan taka boma na age dongecho gogo yomo nongonga name na benumeni ma ba balo mo mefunge ma bombes ma begunu buhana wa nga dilu kumene nga de bagimbo ge choge ga na ngwa bufunge na gyoyo ge gecho mweda ne busio kane dame dodo nga becho me begunu de dane busio be yanga
Voilà, le message est passé. On vous souhaite beaucoup de courage, notamment au niveau des éditions Ifriqiya, dont on entendra parler certainement dans les mois à venir. C'est la Renaissance. Absolument, on est dans la Renaissance. Et puis je voudrais signaler qu'en ce moment, je viens de signer un partenariat, un très bon partenariat avec une structure au Congo démocratique pour la création d'une collection. La collection qui s'appelle Honora Agessi, qui était un grand panafricaniste béninois qui est mort en 2002. Et donc le premier livre, qui s'appelle « De la révolution panafricaine », a déjà connu tout le travail éditorial. Il va paraître dans quelques jours à Kinshasa. Donc tout le travail éditorial est fait à Yaoundé. Les impressions à 1000 exemplaires vont être faits à Kinshasa. Et puis à partir de là, il y a tout un travail qui sera fait à l'échelle continentale. Donc je crois que c'est une très bonne nouvelle pour les panafricanistes. C'est une tribune qui est réservée à tous les panafricanistes. Je lance cette tribune ici. Bientôt, je vais aller à Kinshasa pour le lancement officiel et de la collection et de l'ouvrage il s'appelle Katumba David, qui est finalement le patron de cette collection-là, ainsi que l'auteur du livre qui va créer ainsi officiellement la collection. Et l'avenir du livre au Cameroun pour se quitter? Eh bien, moi je crois que le livre au Cameroun doit aller chercher là où il y a de grands exemples. Nous avons intérêt, l'État du Cameroun, les éditeurs, les auteurs, nous devons regarder là où il y a de grandes choses qui se font. Allons en Angleterre, allons à Hachette, allons aux États-Unis, allons en Chine, allons voir les modèles de l'économie du livre. Pourquoi Pearson est le meilleur éditeur au monde? Quelles sont les astuces? Pourquoi Hachette est le 8e éditeur en classe des 10 premiers éditeurs? Hachette est là. Quelles sont les astuces que ces grands éditeurs ont mis au monde pour pouvoir s'en sortir et faire en sorte qu'ils occupent ces places-là? Ça, nous pouvons y arriver. Et moi, c'est cette direction-là que je donne à tout le monde. Merci infiniment à Jean-Claude Awono qui était notre invité. Merci à ce public qui a fait le déplacement. Mesdames, Messieurs, c'était Face à ECN depuis l'Institut français du Cameroun, antenne de Yaoundé. On va se quitter en musique avec Joël Nia. À très bientôt. Une fois de plus, merci. Oui, moi, c'est Joël Nia. Et la chanson que je vais vous interpréter, c'est Bantu People. En fait, ça retrace ce que nos ancêtres vivaient à l'époque, le vivre ensemble, l'amour, le bien-être, oui. En fait, on doit garder cette culture, oui, du vivre ensemble. Zoom, dum dum dum, sambam pundam penum, sabam pundam penum, zoom, dum dum dum, zoom, dum dum dum, sambam pundam penum, sabam pundam penum, zoom, dum dum dum, sam. Dum tak tak dum. Guadanju ne l'obtenions bentune fa Bougugnon jou bougla kaoukoula Guadanju ne l'obtenions bentune femme vers l'amour Bougugnon jou bougla kaoukoula Yeah, 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 abondula Mais yon bon état Yeah, 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 abondula Bishubuata, eh Zoom, tum, tum, zoom, pat Sabam pundam penum, zabam pundam penum, zoom Tum, 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 sant Zoom, tum, tum, zoom Samp, sangam pundam penum, zabam pundam penum, zoom Tum, 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 tam Chile, yeah, 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 Sula. Chile, yeah, yeah, yeah.
yeah, Sula, China, yeah. Sam bam tkam parap, sam tam tkadam, sam bam tkam payap, sam tam tkadam, patavara, sam tam zibara, para, sam tam. Wow. Quaranjune chusianyon bunchen fa Bugunyon ju bugula ka ukulat Quaranjune chusianyon bunchen fa vela mo Bugunyon ju bugula ka uzinlat Yeah, abonjulat Me yubunita Yeah, abonjula, bichebe ata, oh. Sam pam kadam tap, sabam pundam penum, zabam pundam penum, pam tekam bam, tant. Zoom, tum tukum zoom, pa, sabam pundam penum, zabam pundam penum, zoom, tum tukum dum, sound. Bienvenue au village. Yeah, abonjola, meio bonita. Yeah, abonjola, bichebe ata. Sam pam param pa, sabam pundam penum, zabam pundam penum, pam para pa. Sam pam param pa, sabam pundam penum, zabam pundam penum, pam pam. Merci. Bravo. Le titre c'était Bantu People. Merci. Bravo. Bon, on va faire quelques séances photos.